Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission qui parle de QVT et rien que de QVT. Un grand bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour fêter les 2 ans du SAV de la QVT. Voilà 24 mois que nous faisons le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Chez Wonjo, il y a un peu plus de 2 ans, nous nous sommes dit, c'est pas possible d'entendre parler de QVT de la sorte. Il faut absolument qu'on remette les points sur les i et qu'on honore ce merveilleux acronyme qui est la qualité de la vie au travail. Voilà 2 ans, presque jour pour jour, que tous les mois, nous prenons la parole avec grand bonheur, avec gourmandise, et que nous invitons systématiquement un expert ou une experte de la qualité de vie au travail pour venir nous partager ses convictions, ses croyances les plus profondes, mais aussi ses expériences, ses bonnes pratiques, vous donner des conseils et des tips pour faire en sorte que la QVT ne soit plus des mesures superficielles de confort qui font semblant de satisfaire les collaborateurs et les collaboratrices, mais véritablement une démarche d'amélioration continue dans laquelle l'humanisme a une place absolument centrale. Chez Wonjo, on est un peu les colibris de la vraie QVT. Nous sommes intimement persuadés que c'est en prenant la parole, en sensibilisant, en éduquant, que nous allons pouvoir créer des déclics, renforcer le pouvoir d'agir des travailleurs et des travailleuses et leur donner envie de se reprendre en main et d'amener des transformations profondes dans les organisations pour que le travail ne soit plus souffrance, que le travail soit un vecteur d'émancipation et un vecteur d'épanouissement personnel. J'ai le grand bonheur de représenter Wonjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation qui est né il y a un peu plus de 20 ans et qui est attaché à une famille qui est assez peu connue, qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est tout un pan de l'économie qui regroupe des organisations associatives et commerciales qui cherchent à mettre toute leur énergie et toutes leurs activités au service du bien commun, qui pratiquent du partage de pouvoir et du partage de valeurs. Et les webinaires que nous animons avec vous, et cette émission en particulier, est un exemple des bonnes pratiques que nous autres acteurs de l'ESS, nous essayons de mettre en œuvre pour faire avancer les représentations et engager le monde dans les transitions sociétales qu'il doit absolument affronter. Chez Bonjour, on est une boîte un petit peu atypique. On a une sacrée personnalité, on a des idées bien trempées et puis profondément envie de changer les choses. On a une grande chance dans la façon dont on est organisé dans notre modèle, c'est qu'on fédère un collectif d'indépendants. Ce sont tous des freelances. Ils sont consultants, ils sont formateurs, ils sont psychologues, ils sont ergonomes, ils sont préventeurs. Quel que soit leur métier, ils ont décidé de rentrer dans notre collectif merveilleux parce qu'ils ont de la passion, de l'engagement et qu'ils sont tout à fait alignés avec la vision que Wonjo porte du travail de manière générale et sa façon d'intervenir, où on va replacer l'humain véritablement au centre de l'écoute et où on va s'intéresser autant aux questions individuelles qu'aux questions collectives. Voilà qui me sert de tremplin pour lancer la thématique d'aujourd'hui, un SAV très très particulier, puisque nous allons parler du management de la QVT individuelle. Nous allons parler de la façon dont on peut accueillir, écouter, comprendre un travailleur dans sa singularité lorsqu'on est un encadrant, lorsqu'on est un manager. Finalement, c'est quoi cet exercice managérial? Ça veut dire quoi? Développer des pratiques et des postures de manager qui soient bienveillantes, qui soient à l'écoute. Comment je peux accompagner un collaborateur de manière à ce qu'il se réalise dans son job? Comment est-ce que je fais pour arriver à concilier mon besoin et mon souhait, qu'il soit performant individuellement pour être au sens d'une performance collective et que je prenne également soin de son bien-être? Et puis, est-ce que c'est vraiment ma responsabilité en tant que manager de porter tout ça sur mes petites épaules? À quel moment ça commence? À quel moment ça s'arrête? Toutes ces questions, on va les aborder avec vous dans ce SAV un peu exceptionnel qui va durer pour une fois 90 minutes et pour lequel j'ai le grand bonheur d'être accompagnée de l'une de mes consoeurs et l'un de mes confrères, deux des membres de notre collectif, Virginie Klein et Philippe Béringuet. Salut à tous les deux. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, de partager de votre temps, de votre énergie et puis de venir avec cette envie goulue d'offrir au monde un petit bout de tout ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et aussi de ce que vous vivez.
Je vais prendre soin de vous présenter. Alors, évidemment, il y a la présentation officielle, puis il y a la façon dont moi, j'aime bien présenter les gens. C'est le moment où je vous fais stresser, normalement. Bon, allez, honneur aux dames. Je vais commencer par Virginie. Alors, Virginie, ce que je peux vous dire d'elle, c'est qu'elle est une actrice d'un secteur d'activité très particulier qui s'appelle l'IAE. C'est l'insertion par l'activité économique. Voilà 20 ans qu'elle œuvre dans ce secteur. Elle est aujourd'hui directrice d'une ACI, c'est-à-dire d'un chantier d'insertion. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent Emmaüs, qui est très connu et qui relève de ce statut-là. Donc, le boulot de Virginie, c'est quoi? Eh bien, c'est au quotidien de manager, évidemment, une équipe, puisqu'elle a un peu plus de 25 salariés en parcours et 9 permanents. Et son métier à Virginie, c'est de faire en sorte que quand elle accueille quelqu'un qui est en recherche d'emploi, quand elle accueille cette personne-là, elle va lui donner du boulot, elle va lui donner des missions et elle va lui demander de recroire en le fait que le travail peut offrir de la dignité et que le travail peut permettre de s'épanouir. Elle porte donc profondément cette conviction-là et dans l'exercice de son métier tous les jours, elle est là autant pour manager, pour piloter une organisation qui est une vraie entreprise, mais elle est avant tout là pour porter ces valeurs-là, des valeurs qui sont profondément militantes, des valeurs de solidarité, de justice, d'équité et d'authenticité. Elle est à la base experte en gestion, évidemment en management, et puis elle a décidé de devenir coach récemment pour finalement rajouter encore une corde à son arc. Peut-être aussi pour mettre un titre sur quelque chose qu'elle fait déjà très naturellement. Et on a le grand bonheur de l'avoir vue rentrer dans notre collectif pour devenir consultante en qualité de vie au travail. Et c'est aussi ce qu'elle va nous partager aujourd'hui. Comment est-ce que finalement la vision et les outils de Wonjo ont pu façonner sa pratique et ses perspectives. Un dernier petit truc que j'ai envie de dire sur Virginie, c'est que c'est notre plus grande fan. Ce que je veux dire par là, c'est que on est au 23e SAV de la QVT et qu'elle n'en a pas raté un seul. Vrai ou pas vrai? C'est vrai, j'avoue. Yes. Merci Virginie. Donc c'est un sacré truc pour toi d'être maintenant derrière la caméra. Hein. Ouais, mais avec plaisir. C'est chouette. Merci Virginie. Bon, je vais passer à Philippe. Alors Philippe, à la base, il est ingénieur agronome. Donc c'est un homme qui vient de la science, c'est un homme qui vient de la nature, c'est un amoureux du vivant. C'est un amoureux de la diversité vivante, donc évidemment de la diversité humaine. C'est quelqu'un qui est extrêmement attaché au fait de porter attention et de la considération à la singularité de chacun. Il a œuvré tout au long de sa carrière pour accompagner des projets innovants, des projets de transformation sur des postes à responsabilité. Et voilà déjà un certain nombre d'années qu'il est à son compte et qu'il accompagne à la fois des collectifs et également en individuel des leaders dans leur capacité à transformer les organisations, dans leur capacité à guider des collectifs de manière à ce que de manière durable, ils puissent performer et se respecter individuellement et collectivement. Vous allez voir Philippe, c'est une autre personnalité que Virginie. On a deux ambiances complètement différentes et extrêmement complémentaires. Philippe a un goût de la précision du mot et une capacité à voir les choses de manière extrêmement fine. C'est un grand bonheur pour moi et un grand honneur que de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Philippe d'être là. Merci pour cette invitation. Alors, ce que je vous propose, j'ai déjà introduit le sujet. Voilà, les invités, vous êtes présentés à notre public. Juste donner à notre public les petites instructions. Vous avez donc en marge la possibilité, au travers d'un chat, de déposer vos questions, vos commentaires, vos remarques. Et vraiment, elles sont les bienvenues, puisqu'on a une grande chance, c'est qu'on a un porte-parole qui est un standardiste. Alors, un standardiste un peu farfelu, je vous l'accorde, Marco, qui va être votre porte-parole. Donc, il va lire et surveiller au fur et à mesure le chat et venir mettre dans le champ de notre interaction les questions que vous allez pouvoir poser. Donc, n'hésitez pas, il est vraiment là à votre service. Et j'ai presque envie de vous demander de l'occuper parce que quand il n'y a pas de questions, il se met à les inventer et des fois, c'est pas toujours très facile pour nous de gérer après à la caméra. Bon, en plus, c'est les 2 ans, donc il risque de nous faire des blagounettes quand même. Que vous dire d'autre que cette émission, c'est un live. On est avec vous, donc on va être vivant, on va être tout simple et on va faire les choses comme elles viennent, de manière très fluide. Et ce live est malgré tout enregistré. Donc, vous recevrez le replay de notre émission à l'issue. Une fois qu'on aura raccroché, vous recevrez un petit mail de la part de Wapikio. Bon, ben voilà.
C'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Et pour le service après-vente à QVT, le deuxième anniversaire, allez, allez. Service après-vente à QVT, bonjour. Allez, on vous écoute, c'est parti, première question là. Oui, d'accord. Ok, allez, on va poser la question. On va poser. Alors, pourquoi le bien-être est indispensable quand on travaille en équipe? Ah, ça va, toi, ça va, moi, ouais, ça va, toi. Par contre, Bernard, il va pas bien. Il va pas bien, Bernard, il va pas bien. C'est un problème, ça, si Bernard, il va pas bien. C'est qui va répondre à cette question? Bon, déjà, Virginie, il faut qu'elle s'en remette. Mais non, mais c'est exactement ça. Pourquoi le bien-être est-il indispensable? Alors, indispensable, je sais pas, mais fortement recommandé. On se lève le matin, on va passer en moyenne 8 heures par jour au travail, en général avec des collègues, si on dirige une équipe. Et si on arrive d'entrée de jeu, non pas comme Marco, mais en mode je suis vraiment pas contente d'être là, etc., ça va être un peu compliqué. L'humeur est contagieuse et en général, voilà, quand on est de bonne humeur, a priori, on devrait passer une bonne journée. Déjà, ça, c'est pour moi, c'est la base. Après, je sais pas ce que tu veux dire, Philippe, mais Je crois que tu as dit l'essentiel, mais je pourrais rajouter que finalement, le bien-être, oui, c'est essentiel. On le voit tous les jours, hein. Moi, je le vois avec mes clients, avec les entreprises que j'accompagne. J'ai moi-même vécu finalement cette question, tu vois, de manière extrêmement concrète, positive. En tant que manager d'une équipe, j'étais en charge du développement et pour tout ce qui était nouveaux produits, et tous les ingrédients étaient réunis. Il y avait de l'engagement, il y avait de la confiance, il y avait d'excellentes relations entre les collègues, avec les équipes, il y avait du partage, il y avait du plaisir. Et en fait, on a obtenu collectivement des réussites sur tous nos lancements. Mais j'ai aussi vécu l'opposé. Dans une autre entreprise où les relations n'étaient pas terribles. Les équipes étaient épuisées, voire désorientées, et ben, les résultats obtenus ont été catastrophiques. Donc, tu vois, il y avait vraiment ces deux ingrédients qui étaient là ou qui étaient absents et qui finalement ont fait la différence. Quand tu dis désorienté, Philippe, tu peux préciser? Ben, désorienté parce qu'en fait, finalement, les gens ne savaient pas finalement pourquoi ils allaient dans une direction. Il manquait d'une boussole, il manquait de sens, il manquait de vision. Ils se sentaient finalement isolés. Et donc, finalement, la communication était difficile et chacun faisait des efforts parce que tout le monde était conscient qu'il fallait faire des efforts. Mais ces efforts étaient finalement peu efficaces parce qu'il n'y avait pas justement, il n'y avait pas cette relation de confiance, il n'y avait pas cet ingrédient indispensable de plaisir, de bien-être qui souvent soude une équipe et lui permet justement de relever les challenges. Et qu'est-ce qui fait Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Virginie. Oui. Eh bien, on va poser la question. Oui. Que signifie concrètement une QVT dans une approche managériale? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Concrètement. Elle a dit concrètement. oui, elle Allez, a dit. c'est déjà la question. Hein. Est-ce que tu veux que je commence à répondre, Virginie, par rapport à ça? Si tu veux, je peux compléter après, oui. En fait, peut-être que c'est important de mettre du sens derrière justement le mot QVT, finalement. Qualité de vie au travail. En fait, moi j'ai l'impression que c'est un terme qui n'est pas encore bien compris. Il peut être théorique, il peut être parfois teinté de connotations un peu simplistes. En fait, je me suis rendu compte que finalement, en tant que coach, en tant que formateur, quand j'interviens maintenant depuis pas mal de temps sur ces sujets de management, avec cette idée finalement fondamentale de respecter l'humain pour favoriser la qualité des relations, je ne mettais pas le terme QVT, mais finalement c'était déjà de la QVT. Je dirais un petit peu pour faire un parallèle avec Monsieur Jourdain et qui faisait de la pro sans savoir.
Donc en fait, la qualité de vie au travail pour un manager, c'est vraiment prendre en compte la dimension humaine de son rôle, de se rapprocher de ses collaborateurs pour mieux les accompagner et de se poser finalement des questions assez importantes. Comment mes collaborateurs se sentent-ils? Est-ce qu'ils se sentent en confiance? Est-ce qu'ils ont un sentiment de sécurité? Est-ce qu'ils ont la sensation d'appartenir à une équipe? Est-ce qu'ils ont des moyens de réaliser leur rôle de manière efficace? Et puis aussi, trouvent-ils du sens? Ont-ils du plaisir dans leurs actions? Bref, vont-ils bien dans leur travail? Ça peut être ça aussi finalement la QVT. C'est ce questionnement-là qui m'apparaît intéressant et essentiel dans le rôle du manager, justement, comme promoteur finalement du bien-être, parce que ce bien-être, il est, comme on disait précédemment, indispensable à la réussite de l'équipe. Après, si on veut répondre concrètement, en un seul mot, eh ben, moi, je sais qu'il y a un truc tout simple, chez nous, on le fait, c'est le comment ça va vraiment. Première question, parce que avant le Covid, par exemple, moi, je serrais la main de tout le monde. Bon, au moment du Covid, ça a été un peu galère. Donc, je me suis dit, voilà comment on va faire, quoi. Donc, moi, j'avais ce contact qui, en général, tu sens déjà d'entrée de jeu comment ça va, quoi. Et quand c'est fuyant ou pas. Et du coup, on a instauré le comment ça va vraiment. Et on demande à chaque personne de dire, voilà, pro et perso, elle dit ce qu'elle veut, mais on cherche un peu l'authenticité, parce qu'il n'y a rien de pire. Enfin, perso, moi, je déteste ça. Quand on va serrer la main de quelqu'un ou quand on lui dit bonjour, ça va, et puis en fait, qu'on la regarde pas, puis qu'on passe le couloir, je déteste ça. Donc moi, exprès, je réponds, bah non, ça va pas du tout. Et là, du coup, tout le monde s'arrête. Et je dis, ah non, mais je rigole. Alors, ou je rigole pas. Mais ou alors des fois c'est comment ça va, mais on me demande pas. Enfin, moi je demande à tout le monde comment ça va et les gens oublient de te dire et toi des fois. Donc je dis sinon moi ça va. Voilà. Donc c'est des choses très concrètes. Ne serait-ce que, moi en tout cas la qualité de vie au travail, c'est déjà ça à la base, c'est d'écouter vraiment les personnes. Et des fois, c'est des toutes petites choses, mais on le voit bien. Enfin, quand la personne elle arrive le matin, on a déjà Madame Michu. Madame Michu, on en a souvent parlé de Madame Michu. Quand elle arrive le matin, qu'elle fait déjà pas un boulot super intéressant, etc. Et puis qu'en plus, je sais pas moi, elle a passé une mauvaise nuit, etc. Ah, peut-être pas d'entrée de jeu dès le matin, lui dire je sais pas, admettons. Moi, en espace vert, d'entrée de jeu, l'attaquer sur le débroussaillage, je ne sais pas quoi. C'est juste, voilà, lui demander comment ça va et si elle veut pas en parler, c'est OK. Mais vraiment, moi, je dirais, c'est s'intéresser aux individus parce que déjà, dans le, entre guillemets, non-verbal, on a déjà plein d'infos plutôt que de commencer à phosphorer sur des trucs un peu trop intello, juste d'abord d'humain à humain, voilà, se poser la question du comment on va vraiment, quoi. Moi, je dirais ça. Ouais. Pour rebondir, c'est vraiment ce côté vivant, finalement. Jusqu'où l'équipe est vivante, jusqu'où il y a du lien, il y a une facilité, finalement, de partager, de communiquer. Souvent, la communication, c'est vraiment un élément très révélateur. L'état de la communication est vraiment très révélateur, souvent, justement, de la QVT. Est-ce que c'est facile de parler ou est-ce qu'au contraire, on n'ose pas parler? En QVT, on dit que l'une des 3 grandes composantes, c'est la capacité qu'a le travailleur à parler de son travail et à agir sur son travail. Donc, il y a vraiment cette dimension de communication dont vous parlez tous les deux, sur laquelle vous avez l'air d'être vraiment super en phase. Ça fait vraiment partie de la recette centrale en qualité de vie au travail. Même les meilleures conditions de travail dans le sens environnement, outils, etc. Même le contenu du travail le plus intéressant qui soit, avec du sens, avec même des relations de travail canon, si la personne, et je dis bien la personne derrière le travailleur, si la personne n'a pas la possibilité d'oraliser, d'exprimer, c'est-à-dire d'imprimer à l'extérieur ce qui se passe pour elle, et si, parce que ça va encore plus loin d'ailleurs dans les textes officiels en QVT, c'est pas seulement exprimer, c'est aussi avoir le pouvoir d'agir sur son travail. Il n'y a rien de pire que d'avoir été entendu mais pas écouté. Certains disent ça ou certains disent écouté mais pas entendu. Enfin, peu importe, on comprend le message.
C'est-à-dire que moi, ce que j'entends derrière ce que vous dites et que je croise avec vraiment la rhétorique hein, du secteur d'activité qui est la qualité de vie au travail, c'est que la compétence de communication, elle est absolument stratégique. Être capable de questionner, d'écouter vraiment. J'entends même avec ce que tu disais, Philippe, c'est écouter avec son cœur. Ce que j'entendais aussi, Virginie, de ce que tu racontais de ton expérience, c'est offrir de la considération à l'humain derrière le travailleur, à la personne, et y aller avec sincérité. Par contre, là où moi j'ai envie de venir vous chercher, c'est et comment on fait pour l'avoir en retour? Parce que vous êtes bien mignons tous les deux avec vos merveilleux exemples de managers humanistes, tout ça. Mais quand bien même tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui se diraient, OK, allez, je vais questionner vraiment, je vais écouter vraiment, je crois que je suis pas trop mauvais, mais je vais faire encore mieux ou je vais me former. OK, comment on fait en face pour s'assurer qu'on va avoir de l'authenticité, de la sincérité et que finalement, cette réponse, comment est-ce que tu vas vraiment, comment être sûr qu'on a une vraie réponse? Ben là, on va vous laisser répondre à ça, mais là, il y a Virginie là, qui vient d'appeler, qui est en train de laisser, parce que je fais aussi mon travail, parce que même si c'est les 2 ans, c'est un peu la fête, je fais un petit peu mon travail aussi. Virginie qui a posé la question tout à l'heure, elle donne un conseil, elle dit, c'est ouais, le eyes to eyes, pour voir la vérité. Ben, moi, je le fais assez régulièrement avec mes collègues, hop, les regards se croisent, et là, on voit vraiment si quelqu'un va bien ou pas, quoi. Hein. Il faut juste croiser les regards. Je suis d'accord avec vous, Virginie. Allez. Il n'y a pas que le compte, il n'y a pas, alors oui, il y a ce fameux, oui, je te regarde, mais moi, j'en parle aussi assez souvent. Je constate que dans le monde du travail, ça reste compliqué pour les individus, pour les travailleurs, d'exprimer comment ils se sentent. Moi, j'ai la chance, alors dans mon équipe, j'ai que, on va dire, des personnalités. Donc voilà, donc ça s'exprime très facilement et des fois, faut un peu cadrer. Mais il y a d'autres personnes qui s'interdisent, entre guillemets, d'être elles-mêmes vraiment dans le travail pour plein de raisons. Et là, oui, je peux comprendre que c'est très difficile de savoir comment ça va vraiment. Mais après, je pense il y a plein d'indices, mais c'est de passer. Alors c'est facile à dire comme ça. Je suis pas non plus directrice d'une boîte de 2000 personnes, donc aller voir les personnes individuellement, c'est peut-être compliqué, je sais pas. Mais ne serait-ce que les managers. Enfin voilà, juste à un moment donné de passer un peu de temps et d'observer aussi. Comment les individus travaillent, s'ils posent des questions ou pas, Enfin, moi, je sais qu'il y a aussi, c'est très con, mais est-ce que ça sourit ou pas au travail? Enfin, moi, j'avais un indicateur avant, c'est si dans la journée, il n'y avait pas eu un fou rire, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, je sortais de mon bureau, il y a un truc qui se passe, voilà. Je pense qu'on peut, sans qu'il y ait forcément toujours l'expression de certaines choses, parce qu'il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec ça, ou moi, je vois dans mon environnement, mettre des mots derrière des ressentis, comment je le vis, enfin tout ça, on pourra en parler après, mais c'est pas toujours simple, mais je pense que il y a moyen de trouver. Et puis celui qui est pas authentique, bah il y en aura toujours. Et faut juste que ce soit une question d'équilibre dans une équipe. S'il y a plus de personnes qui sont pas très à l'aise ou pas très authentiques et qu'il y en a par contre 2, 3 pour qui l'authenticité c'est extrêmement important, et ben là ça peut créer peut-être du mal-être au travail, ouais. Juste pour une question d'authenticité ou moyennement authentique. Moi, je crois un principe qui est assez important finalement dans les relations, c'est quelque part aussi, c'est le manager un peu modélisant. C'est-à-dire que si déjà le manager lui-même a une certaine capacité de communication, de partage, voilà, je pense qu'il va stimuler finalement chez certains collaborateurs ou collaboratrices cette envie aussi de partager. C'est pas forcément suffisant, mais ça peut être nécessaire en tout cas. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis après, il y a quelque chose qui est évidemment important dont on a parlé, mais c'est vraiment cette confiance. Comment le manager arrive à créer une relation de confiance. Comment peut-être justement en prenant un peu de temps, en étant en proximité, en favorisant des entretiens qu'on pourrait appeler un peu qualitatifs. C'est-à-dire, je ne te vois pas juste pour parler de l'objectif et des résultats, mais je prends du temps avec toi pour savoir comment tu vas, comment tu te sens, quelles difficultés tu rencontres. Oui.
Ça peut créer une différence dans la relation. C'est vraiment initier une démarche. Voilà. Et je dirais aussi être patient, parce qu'une relation de confiance, on le sait, mais c'est important de le répéter, ça prend du temps. On prend du temps pour construire cette relation. C'est d'ailleurs assez, des fois, dramatique de voir à quel point on peut très rapidement perdre la confiance. On sait que la confiance, ça prend du temps. On sait aussi que ça se perd facilement. Donc, il faut quand même construire cette relation dans le temps et progressivement faire tomber les barrières et permettre ces échanges avec ses collaborateurs. Et c'est certain, avec certains collaborateurs ou collaboratrices, ça sera plus facile, mais il peut y avoir une dynamique qui finalement finit par réussir. Okay. Service après-vente activité, bonjour. Et bonjour Jeanne. Oui, ah ben justement, je crois qu'on était en train de faire un petit peu la transition là. Oui, eh ben on va poser la question. Oui, alors sur quoi le manager peut-il agir concrètement? C'est les 2 ans, c'est aujourd'hui concrètement comment il peut agir, ben justement pour favoriser le bien-être de son équipe. Concrètement. Est-ce qu'on rentre sur les besoins? Alors ouais, je peux, enfin si tu veux Philippe, je peux débuter là-dessus sur les besoins. C'est on est face à des individus, donc ce qui est important, je trouve, pour moi, et c'est ce que c'est ce qui est dit aussi chez Wunjo et auquel j'adhère totalement, c'est tout individu a des besoins. Voilà, je vais pas les développer, Philippe, je pourrais te laisser faire, mais moi, il y en a un qui vraiment sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est sur le pouvoir d'agir. Voilà, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de QVT, de manager, de voilà, quand il y en a, quand il y en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi concrètement, etc. Mais pour savoir, il faut interroger les individus, quoi. Enfin, moi, je vois, je suis directrice, je pourrais très bien me dire, bon ben, je vais leur mettre un baby-foot, je vais leur faire des séances de sport parce que moi j'ai des sportifs dans mon équipe. Et pour autant, ben, est-ce qu'ils vont bien? Ben, je sais pas, c'est quoi leurs besoins? Et je trouve que c'est important d'aller les interroger. Encore une fois, c'est pas toujours évident, mais avec un peu de patience, on y arrive. Mais c'est ça, voilà, qu'est-ce que tu viens chercher, notamment dans le travail, quoi? Est-ce que c'est important, pas important pour toi? Et c'est vrai que moi qui suis voilà, super investie dans mon travail, ben, c'est OK si j'ai dans mon équipe quelqu'un qui va, entre guillemets, juste faire son travail et pas plus s'impliquer. Ça reste voilà, pour lui juste voilà, une source pour gagner sa vie. Mais je pense que vraiment aller chercher sur les besoins de chaque individu, pour moi, c'est la base, quoi. Et après, le pouvoir d'agir, ça, on en parlera après, j'imagine. Moi, j'ai bien envie de rebondir là-dessus avant que Philippe plonge dans le monde des besoins psychologiques des individus au travail. Quand tu parles de pouvoir d'agir, tu vois, Virginie, puis si je le connecte très fort à l'exercice professionnel que tu as, moi, ça me renvoie à la définition du travail, vraiment ce que c'est que le travail. Et ce que j'adore, c'est la version de la définition philosophique du travail, qui dit que le travail, c'est l'ensemble des activités par lesquelles l'être humain satisfait ses besoins et transforme la réalité. Tout à l'heure, Philippe, tu sais, tu parlais de perte de sens, etc., de la vision, du why, etc. Quand on va travailler, on va transformer une réalité, on va transformer la nôtre, on va transformer celle, par exemple, de la personne qu'on accompagne, on va transformer de la matière, on va transformer la relation. En fait, c'est tout notre rapport au monde qui est interrogé, qu'on vient manipuler. On vient se confronter au réel, on vient rencontrer des formes d'adversité, on va se challenger, il va y avoir des contraintes, on va faire des efforts et on va se découvrir en faisant ça. On va se rencontrer soi-même, voilà, et on va rencontrer l'autre. On va rencontrer des parts de nous qu'on ne connaît pas forcément, etc. Et pour moi, quand on parle de pouvoir d'agir dans le monde, dans le travail, pour moi, c'est de rappeler, en qualité de vie au travail, c'est de rappeler que la qualité de vie au travail, c'était pas juste la qualité de la vie. On vient pas juste vivre au travail, on vient travailler. On vient réaliser une œuvre, on est des œuvriers, on vient produire quelque chose, transformer quelque chose.
Et donc, c'est hyper intéressant et important, je pense même salutaire et central en qualité de vie au travail, d'aller finalement vérifier si la personne, elle a les moyens de bien faire son travail. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a les capacités et est-ce qu'elle a les ressources, donc internes et externes, pour arriver à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés et souvent celles qu'elle s'est fixées elle-même pour transformer sa propre réalité. Je suis partie loin là, hein, ça y est, c'est les 2 ans en même temps. Si je peux rebondir, Ah oui. je dirais que tu es parti loin et en même temps tu es parti vraiment sur l'essentiel. C'est de rappeler que le travail voilà, a une utilité en fait. Et c'est important que chacun puisse y trouver un intérêt. Ça, c'est important. Si je trouve un intérêt au travail, forcément, je me sentirai mieux que si je fais mon travail de manière purement mécanique. Alors, c'est vrai que les besoins, comme vous l'avez rappelé, sont très, très importants. D'ailleurs, ça a été étudié d'un point de vue fondamental. Hein, les recherches en psychologie humaine ont largement démontré depuis longtemps que finalement, chaque humain a des besoins essentiels et cherche finalement à les satisfaire dans sa vie. Et en particulier, comme tu le disais, dans son activité professionnelle. Donc, lorsque ces besoins sont satisfaits, cela procure évidemment des sentiments positifs. Et évidemment, inversement, quand ils ne sont pas satisfaits, cela peut provoquer une envie de changer, des ressentis négatifs, ou parfois une forme d'acceptation. Car l'idéal n'est pas toujours atteint, voire même rarement atteint. Qu'est-ce qu'on peut trouver finalement dans les besoins qui peuvent être mobilisés dans une activité professionnelle? En fait, on peut reconnaître plusieurs familles. On peut citer par exemple des besoins de sécurité, ou encore des besoins de se sentir inclus, et donc quelque part reconnu, ou encore le besoin d'avoir du plaisir, et donc une forme de satisfaction, ou encore le besoin d'agir, en lien avec une certaine autonomie, et enfin le besoin de sens. On pourrait dire qu'il y a 5 grandes familles de besoins qui d'ailleurs ont été reprises sur le modèle QVT de Wunjo et qui recensent finalement les principaux besoins qu'une personne va rechercher à travers son activité professionnelle. D'où l'intérêt finalement pour le manager de pouvoir comprendre pour chaque membre de son équipe quels sont vraiment les besoins qui peuvent être satisfaits et quels sont peut-être ceux qui mériteraient justement une attention particulière. Et du coup, avec cette connaissance, le manager va pouvoir, avec plus de lucidité, agir, mais aussi rendre son collaborateur un peu plus engagé sur ce qui est important pour lui. Et donc, finalement, in fine, favoriser un mieux-être, un bien-être. Et moi, pour rebondir un petit peu, alors du coup, dans mon secteur, c'est que moi, du coup, j'ai affaire à des personnes qui sont privées d'emploi et qui, quand elles arrivent chez nous, on voit bien les transformations qui s'opèrent, ne serait-ce que déjà en ayant retrouvé un travail, on a l'impression qu'ils récupèrent leur dignité. Enfin, c'est quelque chose d'assez, des fois, impressionnant. Comme quoi, on pourrait se dire, ouais, c'est pas parce que j'ai pas de travail que je m'épanouis pas ailleurs, mais il se trouve que voilà, moi j'ai plutôt affaire à des personnes qui, voilà, de nouveau, quand elles retrouvent un travail, se sentent déjà un peu mieux et après, effectivement, moi, ce que j'aime leur montrer aussi, c'est que le travail peut être une source aussi d'épanouissement. On n'est pas juste, enfin. On peut, hein, mais en tout cas, nous, on essaye de le faire autrement. C'est de dire, voilà, enfin, je peux m'épanouir dans mon travail, mais en tant qu'humain, quoi. Même si, chez nous, voilà, ça peut être des fois des métiers pour certains dont ils n'en feront pas leur projet plus tard. Mais voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Mais voilà, moi, je trouve que partir des besoins, c'est sympa. Mais c'est des fois, ouais, il faut aller les chercher parce que parfois aussi les personnes ne savent pas toujours réellement ce dont elles ont besoin et si c'est compatible avec leur travail ou pas. J'arrive pas à rebondir. Hein. On n'entend plus. Allô, oui, c'est à quel sujet? C'est parce que là, on est en direct ici, là au téléphone et en plus sur le chat. Là, on t'entend plus, Marco. Ah, vous m'entendez? Moi je l'entends. Moi j'ai un problème de son. Et là, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez?
Envoyez Oui. dans le chat. Ouais, ok, super. Philippe, Bonjour Catherine. Oui, excusez-moi, tu es en train de régler un petit problème technique parce que ça fait que 2 ans qu'on fait le SAV. Ah oui, bon, on est des genoux. On est des minots. Ouais. Alors, c'est quoi la question, Catherine? Oui. Ah ben ça, c'est une bonne question, ça. On va la poser et j'espère qu'on va m'entendre. Alors oui, est-ce que tout ce qui est rémunération, flexibilité des horaires, le télétravail, qui sont tout ça des leviers de motivation, est-ce que ça rentre dans des critères de QVT, d'après vous? Si vous m'avez entendu. C'est une très bonne question. Tu as dit que c'était une bonne question. Merci d'avoir posé. La rémunération, c'est un sujet qui revient souvent. Et en fait, ce qui est intéressant avec la rémunération, c'est que on se rend compte, et c'est des études qui l'ont montré, que quand on augmente en fait un salarié, ça va procurer voilà, une certaine satisfaction, mais finalement à assez court terme. C'est pas ça qui va finalement faire que ce salarié se sentira engagé, responsabilisé par rapport à son poste. Donc ça peut être une demande, mais c'est peut-être pas le besoin principal de la majorité finalement des personnes qui peuvent aller chercher des besoins, j'allais dire, plus profonds. On parlait par exemple tout à l'heure le besoin de sens. Si aujourd'hui j'ai une rémunération, on va dire, que j'estime correcte, mais je ne trouve pas de plaisir ou je ne me projette pas en fait dans mon activité professionnelle, eh ben voilà, c'est pas la rémunération qui va me faire rester. Je vais probablement chercher un autre poste ou à évoluer. Chez Wonjo, nous, on va faire une distinction entre les catégories de besoins, les besoins qui sont en fait des stratégies pour nourrir des besoins psychologiques, et puis après des déterminants. Et quand on parle, par exemple, de la flexibilité des horaires, pour reprendre votre question, c'est une modalité de travail, la flexibilité des horaires, qui, en fait, d'un point de vue très, très concret, ça va faire plaisir à Marco, c'est très, très concret. C'est concret, Cette faut que ce soit demande, concret. voilà, Concret. cette demande de flexibilité horaire ou cette demande de télétravail ou cette demande d'une rémunération augmentée, en fait, est l'expression d'un besoin qui mérite d'être nourri. Si j'essaie de retraduire un peu ce que tu disais aussi, Philippe. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'une augmentation parce qu'en fait, tout simplement, on n'a effectivement pas les moyens de vivre dignement. Mais on peut chercher aussi à demander une augmentation ou une compensation salariale, etc. Parce qu'en fait, profondément, le besoin qu'on a, c'est un besoin de considération de la valeur qu'on amène dans un collectif. Ou alors parce qu'on va avoir besoin de reconnaissance pour améliorer notre sentiment d'estime de nous-mêmes sur la valeur du professionnel que l'on est. Ce qui est hyper intéressant, c'est et ce que les managers doivent absolument entendre, et je pense que c'est ça aussi le propos que vous tenez tous les deux, c'est d'aller questionner vraiment pour que derrière la requête d'un déterminant, de quelque chose de concret et de très technique, vérifier quel est le besoin sous-jacent pour être sûr que la stratégie qui est demandée, c'est la bonne. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de suppositions. Beaucoup de suppositions. Ça, c'est la grande maladie, je pense, des hommes et des femmes de notre génération. C'est quoi? On croit être dans la tête et dans le cœur de tout le monde. Donc, en fait, dès qu'on a un input, on se met à l'analyser avec notre propre filtre, enfin nos propres filtres, et on sait exactement pourquoi la personne elle a dit ça, ou pourquoi elle se comporte comme ça, ou pourquoi elle demande ça. On n'est absolument pas dans la tête et dans le cœur des gens. Et quand Virginie, tu disais la solution, c'est d'aller chercher et d'aller questionner, oui. Et souvent, en face de nous, on a aussi des personnes, et on en fait partie, on n'est pas au clair, hein, tous les quatre. Enfin, Marco surtout d'ailleurs, mais on n'est pas très au clair sur qui on est, de quoi on a besoin, comment on fonctionne, c'est quoi nos macro-besoins, nos micro-besoins, c'est quoi un besoin bien nourri, c'est quoi un besoin mal nourri, c'est quoi un besoin moyennement nourri. Enfin, tout ce travail-là de connaissance de soi, de cette finesse de perception qui suppose de prendre de la hauteur sur nos expériences, d'aller connecter nos ressentis, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Enfin, c'est pas vrai, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est pas encore culturel. Oui, et puis il y a... Oui, c'est pas culturel. Ça va de la QVT, bonjour. Oui, bonjour Mireille. Oui. Eh bien justement, tu es en train de parler de besoins. Dis donc, Mireille, on a l'impression que vous suivez le SAV de la QVT. Elle me poser la question. Oui, il y a Mireille, là, comme on parlait de besoins, là, tout ça. Elle aimerait connaître votre position à tous les trois concernant
le rapport qu'il peut y avoir entre les valeurs et la QVT. Ah, les valeurs, la culture d'entreprise, les valeurs. Yes, très intéressant comme question. C'est très intéressant. Ça, c'est une question qui est concrète. Et voilà, et ça y est, on va perdre Virginie aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Philippe, il n'y a plus que nous pour assurer. Alors, les valeurs, moi, Oui. j'entends les valeurs de l'entreprise, je peux entendre aussi les valeurs de la personne. C'est-à-dire que quelque part, toute personne va avoir des besoins. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est tous différents, on est tous uniques. Et ce qui est très important, et en même temps très difficile pour le manager, c'est d'arriver à, quelque part, embrasser cette singularité. C'est-à-dire comprendre que chez chacun des membres de son équipe, il va y avoir des besoins vraiment spécifiques. Voilà. Et ces besoins peuvent être effectivement en lien avec les valeurs de la personne. Et en même temps, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser qu'un manager, parce qu'on a cette expérience-là, qui va travailler avec son équipe, qui va leur faire partager leurs besoins, il peut arriver à faire émerger aussi finalement des besoins communs dans son équipe, qui peut l'ériger finalement en valeur. Si par exemple, il s'aperçoit que pour les membres de son équipe, le sentiment d'appartenance est très très important, le collectif est très très important. Ce collectif, disons l'idée du collectif, peut devenir véritablement une valeur pour l'équipe, qui peut être, je dirais, évaluée, on peut la faire progresser. Donc moi je pense qu'il y a un lien finalement assez naturel entre besoins et valeurs. Tu veux rebondir à Virginie? J'ai mis le truc à dire. Mais moi, j'ai mis le truc à dire aussi, mais Vas-y. parce qu'on parle souvent des valeurs, etc. Mais j'aurais plutôt envie de poser des questions. Ok, si dans un collectif, parce que ça arrive, on n'a pas tous les mêmes valeurs, comment on fait pour manager tout ça? Là, vous avez déjà pour répondre, mais pour moi, on en a souvent parlé des valeurs et d'autant plus dans mon secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire valeur? Pour certaines personnes, on y met un peu tout et n'importe quoi. Moi, je pourrais dire, comme tu l'as dit au début, moi, les valeurs qui vraiment me font lever le matin, mais pas que pour aller au travail, c'est oui, cette question d'authenticité, de justice, de solidarité, moi, je vois, j'ai fait le travail au sein de mon équipe. On a des valeurs communes, heureusement, mais il y en a d'autres qui sont différentes, quoi. Et c'est comment faire que tout ça, ça matche aussi. Moi, c'est plutôt ce type de questions quand on parle de valeurs, qui m'interpelle, voilà, plutôt que de donner une réponse, voilà, sur les valeurs, mais d'autant plus dans notre secteur. Mais voilà, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait quand on les partage pas toutes en commun dans une équipe, quoi. Ça, je propose que, tu vois, ça fait plusieurs fois qu'en SAV, cette question, elle sort. La question du lien entre QVT et valeur. Je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on fasse un SAV dédié à ce sujet-là. Et par contre, Virginie, je te propose qu'on réponde quand même à la question de cette petite dame, si tu veux bien. Merci pour l'inspiration. Dans le modèle QVT humaniste de Wunjo et dans la modélisation avec les 5 grandes catégories, la question des valeurs, c'est l'un des besoins, c'est l'un des 30 sous-besoins. C'est dans la catégorie du sens. Parce que les travaux de R&D et notamment de psychologie humaniste ont fait la démonstration qu'à partir du moment où on ne respecte pas nos valeurs, alors on sent une perte de sens. La première connexion, en fait, elle se situe à ce niveau-là. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive, d'ailleurs, le fait de sentir cette incongruence entre ce que je crois bon à l'intérieur de moi, donc mes valeurs, qui sont des mots consacrés qui viennent mettre un chapeau, une intitulée, une étiquette sur ce que je crois être bon et juste. Et en fait, il y a ce truc-là qui est à l'intérieur de moi, ma valeur, et il y a l'expérience que je vais faire de la vie, et là du travail en l'occurrence, où je vais me rendre compte que dans les faits, dans la matière, dans les comportements, dans les actes, en fait, c'est à l'opposé de ce que j'estime juste et bon. Pour moi, pour l'autre, pour le monde, pour le vivant, enfin, peu importe, en fait. Et quand il y a cette dissonance, quand il y a cet écart, en fait, c'est profondément générateur de mal-être. Là où ça va être encore pire, c'est quand on va demander au travailleur d'avoir des comportements lui-même qui sont antinomiques avec ses propres valeurs. Puisque là, carrément, on appelle ça même ne plus se reconnaître dans son exercice professionnel.
j'aime beaucoup l'idée de se reconnaître. C'est comme si je me regardais dans une glace et en fait, je vois pas la personne qui est en face parce que je peux pas honorer le contrat éthique de ce qui fait mon identité et de ce qui fait mon intégrité. Donc, la question des valeurs, elle est vraiment centrale en qualité de vie au travail. Et donc, c'est au moins l'un des 30 besoins. Quand même, Virginie, tu disais un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est un peu derrière une valeur, il y a une flamme. C'est un peu ce que tu racontes de toi, comment tu vis la chose. Et pour moi, ça vient chercher, quand on arrive à discuter des valeurs, ça vient chercher, c'est quoi ta flamme à l'intérieur? C'est quoi qui bouge? C'est quoi qui te met en mouvement? Et les émotions, elles sont pas loin, puisque et mauvais quoi. Il y a de l'émotion derrière. Il y a du mouvement. Il y a ce truc-là qui fait que j'ai une valeur justice. Et ben, je vais m'engager dans un métier dans lequel cette valeur justice, elle va pouvoir battre son plein et où je vais avoir le sentiment de faire du bon et du bien chaque jour. Et donc, si je n'y arrive pas, c'est là où c'est pathogène. Et quand j'y arrive, quand j'ai le sentiment que, je sais pas, j'ai une valeur utilité, par exemple, ben, si je suis pas efficace, je me rends compte que j'ai pas d'impact, je vais me sentir non utile et auquel cas, ça va venir dégrader le regard que je porte sur moi, ça va venir dégrader ma performance, ça va venir dégrader parfois la place que j'occupe. Et après, ça part en cascade, en fait. Ça peut partir en cascade. Oui, et puis il y a aussi. Service après-vente QVT, bonjour. Ah, mais il nous coupe la chic aujourd'hui. Hein. Il est intenable. Je suis que le porte-parole des gens, j'arrive. On n'arrête pas de. Je suis le porte-parole des gens. C'est la priorité aux questions pendant le chat. Service après-vente QVT, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Il faut poser votre question maintenant avant de dire, parce que là, c'est tendu là autour de moi. Hein. Ouais, on y va. D'accord, oui. L'outil, vous parlez de quel outil? Le marteau, ma QVT. Oui, d'accord, ok. Ah, bah oui, on en parle. C'est parti, je pose la question. Oui, je raccroche, merci Amandine. Oui, alors, en quoi l'outil MaQVT donc, peut aider les managers, hein, parce que là, les gens, ils veulent du concret là maintenant. Hein, donc, ils veulent des réponses et comment ça peut aider. Hein. Et c'est quelqu'un qui a bien travaillé sa présence aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui est au courant quand même que tous les deux, ils utilisent cet outil. Yes. Bel outil d'ailleurs. Alors justement, parlons de cet outil MaQVT. Donc, en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un questionnaire finalement interactif qui permet dans un temps très très court, on va dire environ 1 heure, d'évaluer le niveau de satisfaction d'une personne justement sur ses besoins principaux liés à son activité professionnelle. Et ça va permettre en fait à la personne de visualiser. Donc là, on voit sur la présentation sur votre écran, voilà, des résultats en fait de cette étude, de ce questionnaire. Ça va permettre justement à la personne de visualiser avec des schémas clairs quels points précis peuvent être critiques dans son environnement professionnel. Ça va permettre en fait à la personne de gagner en conscience et en connaissance d'elle-même. Et ça va aussi inciter cette personne à améliorer sa situation, mais aussi à l'aider à impliquer finalement son écosystème dans son plan d'action. Voilà. C'est-à-dire son manager, ses collègues. Donc c'est vraiment un outil intéressant de favoriser justement le mieux-être pour une personne, de favoriser un dialogue managérial, d'apprendre aussi à une personne à relativiser certaines situations, parce qu'on disait tout à l'heure, tous nos besoins ne peuvent pas être satisfaits, donc il faut aussi apprendre quelque part à gérer cette frustration. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie et de la vie professionnelle, mais aussi en même temps d'identifier les points sur lesquels on a envie d'avancer, parce qu'il y a des points qui méritent évidemment de progresser. Et puis ce qui est intéressant avec l'outil, je pense que Virginie ne me dira pas le contraire, c'est que ça peut permettre à une personne de suivre son évolution au cours du temps, de voir à l'instant T où elle en est, peut-être de voir quelques mois, quelques semaines après, en mettant en place des choses, est-ce que ça évolue, est-ce que les indices qu'on a vus tout à l'heure progressent, on peut parler véritablement d'une forme de pilotage de la QVT dans le monde du travail. Alors, si je peux rebondir avant que quelqu'un ne téléphone. Non, je les ai bloqués là, je les ai bloqués. J'ai fait comme ça. Là. Non, moi, je voulais juste faire part d'une petite expérience que j'ai eue récemment et j'ai trouvé ça très chouette. Donc, je fais aussi participer les salariés en transition professionnelle chez nous
quand il y avait à la fin le plan d'action et qu'on voit donc c'est par couleur et qu'il y a beaucoup de vert, je trouve que ça a été extrêmement révélateur pour eux et ils m'ont dit ouais effectivement alors ils pensaient que ça allait bien au travail mais sans vraiment trop prendre conscience d'eux et ils sont pas se dire tous les matins bon, alors c'est quoi mon indice de QVT mais avec ce tableau-là ils me disent oh, globalement en fait j'ai rien qui est en rouge, j'ai très peu en orange et j'ai beaucoup de vert. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle toujours de mal-être au travail, mais est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y en a beaucoup pour qui ça va super bien? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui va bien, tout ce qui est entre guillemets nourri, mais qu'est-ce que l'individu fait et qu'est-ce que l'entreprise fait pour maintenir ce qui va bien aussi? Parce que c'est quand même aussi, je trouve, l'essentiel. Et ça reste un équilibre précaire, je pourrais dire, et ça peut vite basculer pour un truc, des fois, où vous avez tous les rayons qui sont verts, et d'un seul coup, il y a un truc qui se passe dans la vie du salarié, et d'un seul coup, bam, ça devient orange, rouge, et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a ce plan d'action et moi ce que j'adore aussi en tant que dirigeante, c'est que quand je leur dis bon alors concrètement là tout ça c'est qui doit le faire, est-ce que ça dépend de moi directrice, est-ce que ça dépend de vous, et globalement ils disent bah non en fait tout ça non ça c'est à moi de le faire. Et franchement, on va pas se mentir, c'est rassurant quand même pour un dirigeant de pas devoir porter tout ça, parce que quand on voit le plan d'action avec tous les items, si tout devait relever ou tout dépendait du manager ou du dirigeant, quel poids quand même. Mais tu poses la question, Virginie, quant à la personne en face de toi, et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant à modéliser pour les managers qui sont avec nous aujourd'hui. Parce que toi, ça te paraît juste évident, logique et normal quand quelqu'un exprime quelque chose qui va bien ou quelque chose qui va pas bien, de lui dire, mais finalement, le pouvoir d'agir, il est entre les mains de qui? Parce que tu es encore en train de nous parler de pouvoir d'agir. Ah ouais. Aujourd'hui, nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants ou les managers, ou même les élus des CSE, qui ont pris donc un mandat pour s'occuper d'eux, en fait, tous ces profils-là, ils portent sur leurs épaules la responsabilité, pour pas dire la culpabilité quand ça se passe pas bien, du bonheur des autres. On s'est beaucoup moqué de la création des CHO, là, des Chief Happiness Officer, comme s'il y avait quelqu'un qui allait faire tutut, tralala, et c'était lui qui allait porter le bonheur des gens. Mais en fait, globalement, quand on regarde sur le terrain, les managers croient que dans leur fiche de poste, il y a marqué « tu es responsable du bonheur des gens ». Carrément. Absolument. Et symétriquement, probablement qu'un certain nombre de salariés, de collaborateurs vont se dire aussi, finalement, la balle est dans le camp de mon manager, alors qu'il y a peut-être déjà des choses que chaque salarié peut faire déjà à son niveau. Donc il y a un double, je dirais, il y a un double regard qui peut être posé par rapport à la QVT, de permettre finalement à un salarié déjà d'identifier ce qui va, comme rappelait Virginie, c'est très important, parce que c'est rassurant. Des fois, on peut voir les choses un peu en rouge, et justement, il y a quand même des choses qui vont bien, donc c'est important aussi d'en prendre conscience. Et puis sur les points, effectivement, sur lesquels on va dire qui sont orange ou rouge, permettre justement à cette personne de se dire, voilà, je prends conscience de ça, qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça pour moi, qu'est-ce que je peux faire, et c'est déjà commencer à engager la personne, c'est déjà finalement la rendre autonome, et c'est finalement, parce que quand on regarde, même tu parlais de philosophie tout à l'heure, mais le bonheur, ça ne s'impose pas. Ce qui est important, c'est que chacun aussi, quelque part, puisse avancer sur ce qui est important pour lui. Donc, c'est un double. Il y a un pas à faire certainement du côté des collaborateurs. Il y a certainement un pas, bien sûr, du côté du management, mais éclairé sur les aspects qui comptent justement pour ses collaborateurs. Il y a quand même ce présupposé de départ qui est de mettre de la conscience sur quelle est ma recette personnelle. J'aime bien cette formulation de recette. Tu disais tout à l'heure, Virginie, voilà, à un moment donné, il faut aussi poser la question à l'autre, mais l'autre, il a parfois aussi du mal à le savoir, et c'est important de savoir qu'il y a aussi des outils, ma QVT en est un, pour accéder très rapidement à cette cartographie, pour savoir en fait à quoi je tourne.
Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que manager, quand bien même on aurait envie de donner les clés du camion au manager pour lui dire voilà ce que j'attends de toi, voilà comment tu peux prendre soin de moi, mais voilà comment je fonctionne. Mais pour arriver à l'exprimer en quelques minutes, en quelques phrases avec un langage commun, aujourd'hui, enfin, je fais de la pub, hein, mais à part notre outil, je vois pas ce qui existe aujourd'hui pour faciliter ce dialogue. C'est hyper compliqué et si je me mets dans la peau du manager, mais je le suis depuis 20 ans, de savoir en fait comment se positionner par rapport à son manager si le manager ne dit pas moi ce qui est important pour moi c'est ça, et quand j'ai ce besoin là, je vais prendre un exemple qui parle souvent aux gens, c'est le besoin de reconnaissance. Je suis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, je l'ai déjà identifié, je te l'exprime, voilà, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, d'accord. Quelle nature de reconnaissance? De la reconnaissance sur quoi? Et de la reconnaissance de la part de qui? Et la reconnaissance à quel volume? Les 4 questions, elles sont importantes. Parce que ça veut rien dire, j'ai besoin de reconnaissance. Et arriver à rentrer dans ce niveau de dialogue pour établir une relation qui soit gagnante-gagnante, dans laquelle les deux parties peuvent non pas s'abîmer et se faire du mal sans aucune mauvaise intention, mais au contraire fabriquer une alliance gagnante, respectueuse des deux parties, ben, ça demande de se poser un petit peu, ça demande d'avoir quelques outils, d'avoir quelques compétences. Un besoin, c'est un besoin, d'accord, mais un besoin, il peut être nourri de plein de manières différentes. Et s'il n'est pas nourri de la bonne manière, alors il génère du mal-être. Tout à fait. Et ça permet d'éviter l'écueil dont on parlait tout à l'heure, où finalement, parfois, l'entreprise met en place un certain nombre de choses qu'elle va considérer positives pour les salariés, et en fait, elle va se retrouver en décalage par rapport aux attentes réelles, aux besoins réels. Donc, il y a un vrai enjeu de finement arriver sur les besoins réels de manière à y répondre de manière finalement ciblée, juste, et probablement avec certainement un résultat à la clé forcément meilleur. Et oui, d'ailleurs, il y a Catherine qui vient de remettre 2 € dans la machine là, par rapport à tout ça. Hein. Merci Catherine. Parce que donc il y a de l'appel téléphonique, après il y a des messages ordinatiques là, tout. Donc les besoins, c'est par rapport aux besoins, justement. Je pense qu'elle aimerait avoir quelques petites solutions concrètes par rapport à ça. Donc Catherine nous demande, donc les besoins étant très variés dans un collectif et tous les besoins ne pouvant être pris en considération, comment le manager peut proposer, en fait, pour éviter la frustration et maintenir la QVT de ces personnes? Comment il fait, le gars, là? On entend dans la question comment le manager peut. Donc, on est vraiment sur le rôle du manager. Hein. Oui, OK. oui. Parce que moi, ma première réaction, c'est de dire pourquoi ça serait au manager de, mais oui. Là, c'est pour aider le manager. Yes, OK. Alors moi, je trouve que c'est évidemment pas simple parce que j'ai fait partie de ces personnes qui ont voulu à tout prix écouter les besoins de chaque salarié. Et il y a un moment donné, juste pour faire tout matcher tout ça dans une entreprise, c'est un peu compliqué. Je donne un exemple. J'ai quelqu'un qui va me dire, par exemple, ben moi, ça m'intéresse pas d'avoir, alors si on est dans la reconnaissance ou autre chose, des tickets restaurants. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aller à la cantine et passer plus de temps à la cantine le midi. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, j'aimerais bien avoir plus de congés. Et puis moi, j'aimerais, puis voilà. Et à un moment donné. Enfin, on répond. Alors moi, je parle encore une fois de côté manager, et on se regarde à un moment donné, et puis on fait, mais c'est quand même chaud patate à manager tout ça quand les besoins sont effectivement des fois différents. Et puis à un moment donné, on vient aussi nous chercher sur, bah ouais, mais lui il a eu ça, et puis moi j'ai pas eu ça. Je trouve que cette question, elle est compliquée. Je fais partie aussi d'autres groupes où on se pose ces questions en tant que dirigeant en disant, mais est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut répondre à tous les besoins et satisfaire tous les besoins des individus? C'est quand même compliqué pour manager tout ça. Donc, je ne sais pas le retour que tu peux avoir, Philippe, sur les personnes que tu accompagnes, mais c'est pas toujours simple. C'est effectivement une question, très très intéressante. La réponse n'est pas simple parce que on observe quand même que les managers en général, ils ont quand même un intérêt à avoir une écoute quand même de chaque collaborateur, enfin de connaître quand même de manière individuelle. Mais ils ont évidemment la dimension d'équipe.
Après, il peut y avoir un intérêt d'aller chercher des projets qui vont finalement fédérer, c'est-à-dire de trouver finalement des passerelles, de trouver des points communs. Peut-être que c'est ça qu'un manager peut faire dans une équipe, c'est se dire, et l'application d'ailleurs le permet, avec l'application, on peut aussi avoir la vision, le manager peut avoir la vision globale de l'équipe, on va dire une sorte de moyenne des réponses, et il peut déjà avoir une forme de cartographie de son équipe. Et sur cette cartographie, on peut l'aider à identifier finalement peut-être des attentes qui sont assez générales, assez représentées au niveau de l'équipe, qui peuvent constituer pour lui peut-être une forme de priorité. Donc c'est quelque chose qui peut… Et je crois que, encore une fois, dans le dialogue, c'est-à-dire comment aussi le manager va impliquer ses collaborateurs pour les rendre aussi réalistes en leur disant, écoutez, moi j'aimerais bien répondre à tous vos besoins, mais je ne peux pas le faire parce que voilà, c'est une mission impossible. Qu'est-ce qui vous paraît important dans tout ça de prioriser? C'est une manière aussi d'engager l'équipe, c'est une manière aussi de la responsabiliser et peut-être de l'aider à formuler une ou deux priorités sur lesquelles collectivement l'équipe et les managers vont travailler ensemble. Complètement. Ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la fresque de la QVT. Hein. C'est ce que Wonjo a inventé fin 2022, où c'est vraiment un espace collectif, un espace qui se vit en collectif, dans lequel chacun vient en introspection et va justement aller chercher cette recette QVT personnelle, va s'évaluer et va pouvoir confronter ça avec cette moyenne collective. Confronter dans le sens mettre front à front, hein, voilà, vraiment se rapprocher les uns des autres. Et identifier au moyen d'un rapport collectif les besoins qui sont convergents pour ensuite créer un espace de discussion où chacun va pouvoir évaluer où sont les priorités, où est-ce qu'il faut mettre son attention sur du rouge, sur du orange qui clignote et sur du vert, sur tout ce qui va bien, hein, comment on maintient ce qui va bien, ce que disait Virginie tout à l'heure, et où finalement le truc qui est vraiment le plus intéressant en qualité de vie au travail à l'échelle collective, c'est de donner le pouvoir aux principaux concernés. D'abord d'être en conscience de la situation collective et des situations individuelles pour leur dire en fait c'est mon sujet en tant que manager bien sûr mais c'est notre sujet à tous, c'est pas du ou, c'est du et tous ensemble dans un espace de discussion avec de la régulation et en faisant confiance dans le fait que ce sont des adultes, ils vont aussi savoir pondérer certaines choses, se projeter sur des actions, se parler, peut-être décortiquer certaines choses, peut-être faire preuve de solidarité. En tout cas, nous, ce qu'on voit à l'issue d'une journée de fresque, parce que la fresque de la QVT, la vraie, c'est une journée entière. À la fin de la journée, on a plus 20% d'actions qui concernent des individus avec des besoins en divergence, et on a 80% de sujets qui sont en commun et qui sont portés par le collectif de travail. Et si je peux me permettre, je pense que le processus, il est vertueux aussi bien dans l'accompagnement individuel que dans l'accompagnement de l'équipe, dans un format de presse. Parce qu'à partir du moment où on va finalement faire partager par des mots, par des envies, par des idées, une équipe, on va l'engager vers un objectif. Oui. Je ne vais pas dire qu'on va oublier ce qui ne va pas, mais très souvent c'est ça. C'est très important de pouvoir finalement s'aligner sur quelque chose qui va parler à l'ensemble de l'équipe, qui va donner du sens et qui va faire qu'on va passer par-dessus des difficultés ou des besoins qui ne sont pas complètement remplis. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Manon. Ah ben ça c'est une bonne question, oui. Oui. Allez, on la pose. Et la QVT du manager alors hein? Alors parce que lui aussi, hein, concrètement. Exactement. Pour moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui résonne en ce moment encore plus. C'est super important en fait. On parle souvent du prendre soin de soi. Et pour aller bien, pour aller bien, faut d'abord penser ou que son équipe aille bien, c'est de penser un peu à soi. Ouais, mais comment on fait? Et il y a toujours des fois un peu
je le vois, cette injonction de dire il faut aller bien. Mais à un moment donné, le manager, c'est un humain, quoi. Et il a le droit aussi, des fois, d'arriver la tête en vrac le matin. Alors, comme je le dis toujours, c'est pas pour autant qu'il doit en faire subir toute l'équipe. Mais il y a un moment donné, on est des humains. Et moi, je vois plein de dirigeants qui vont bien, mais il y en a aussi qui vont pas bien et qui ne s'autorisent pas à faire d'eux une priorité. Combien dans leurs documents d'évaluation des risques mettent aussi, parce que le dirigeant, pour certains, notamment dans mon milieu, on est aussi des salariés. Et pourquoi on pense à nos collègues salariés et pourquoi on se met pas aussi dans ce cercle victorieux, n'importe quoi. Vicieux. Vertueux. Donc, vertueux, yes. Vertueux moi je me mets aussi au centre et je trouve que c'est important et je vois que ça reste encore tabou de dire que, et moi je le dis aussi des fois, quand des fois on me dit prends soin de toi Virginie, ouais mais moi je prends soin de moi, mais est-ce que vous aussi vous pouvez prendre soin de moi? Ça peut choquer certaines personnes, mais moi je m'inclus dans le collectif, quoi. Donc pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, manager, dirigeant, à ce on prenne soin de moi? Voilà, moi je voulais intervenir un peu là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà, aussi. Oui, c'est vraiment la base, ça c'est sûr. Comme tu le rappelles, Virginie, on sait que c'est important, on sait que c'est indispensable, même quasiment. Enfin, dans l'idéal, en tout cas, le manager se devrait en tout cas de faire attention à son bien-être pour avoir justement cette qualité d'écoute dont on parlait tout à l'heure, pour avoir aussi cette lucidité, pour avoir cette hauteur sur les choses. Et c'est souvent d'ailleurs, sans se mettre la pression, c'est quand même souvent ce qui fait la différence. Un manager qui va être capable effectivement de prendre soin de lui, c'est aussi très souvent un manager qui va rendre son équipe plus performante, plus engagée, mieux formée. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de managers, en fait, mettent cette priorité de côté et vont penser davantage à leur équipe. Donc, en fait, ça peut être tout à fait louable, mais ça comporte des risques, comme le risque de porter seul une charge trop lourde. Du coup, l'outil MaQBT devient une opportunité positive. Finalement, avec l'outil, ça peut être le moment pour le manager de prendre une respiration, de se poser, d'exprimer ses ressentis, ses sentiments, d'oser partager avec le consultant ou le coach qui va l'accompagner, de relativiser aussi la situation. Tout n'est pas rouge, comme on disait tout à l'heure. Tout n'est pas vert non plus, mais c'est quand même intéressant de le regarder. D'identifier ce qui est important, de s'engager et, quelque part, de reprendre le contrôle sur ce qui compte pour lui. Donc finalement, c'est une approche qu'on pourrait dire qui est, encore une fois, modélisante pour le manager, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle aujourd'hui dans le management, mais finalement, à travers le QBT, le manager va se connecter finalement à son intériorité et va exprimer des émotions. On peut parler aussi d'une forme d'alignement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait sens dans mon travail, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait que je m'engage, et ça, ce sont des questions fondamentales pour un manager. Il y a Catherine qui émet une petite remarque sur laquelle je pense que vous allez pouvoir rebondir. Et il n'y a plus de téléphone. Non, le téléphone, il est cassé. Ça y est. Non, parce que là, elle l'a mis là. Non, parce qu'elle a compris de toute façon que ça répondait quasiment plus. De toute façon, il est 19h08 là maintenant. Tout le monde est en cuisine. Là, ça prépare des toasts. Tout le monde est en train de faire des tapas pour les 2 ans de MaQBT. Hein, donc ça, plus rien là. Marche le truc. Et donc là, les gens ils passent par le réseau informatique là maintenant, parce que c'est par rapport à la modernité maintenant, c'est ce qu'il faut. C'est soit téléphonique, soit hop, informatique. Et elle a bien compris, parce que qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure, Catherine P. Et bim, remarque, 2 points, Catherine. Je suis avec toi, moi, Catherine. Ok, vous êtes prêts, les amis? On y va. Remarque, 2 points, Catherine. Bim, ok, on y va. Mettre en cause le manager est souvent plus facile pour l'entreprise que de mettre en cause sa politique d'entreprise en matière de QBT. Bim, qu'elle a dit Catherine. Alors?
Bah, c'est ce qu'on voit sur le terrain très régulièrement. Et oui. Tu vois? Je crois qu'en fait, on s'est dit, c'est pour Philippe cette question. Oui, bah, alors, c'est vrai que c'est toujours la même chose finalement. Qui est responsable de quoi? Ouais. Probablement, l'entreprise est responsable évidemment d'un certain climat de travail, sans aucun doute. Mais c'est aussi se dire comment, déjà en tant que manager, je peux finalement cultiver une proximité avec ma propre équipe. Alors, je ne dis pas que c'est totalement indépendant de l'entreprise, mais je constate en tout cas que dans certaines entreprises, des managers arrivent à finalement construire quelque chose avec leurs équipes, même si dans l'environnement global, il y a beaucoup de choses à changer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une réponse forcément totalement parfaite, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire déjà à mon niveau? Qu'est-ce que je peux faire déjà peut-être avec les collaborateurs de mon écosystème proche? Et puis aussi, on a cette expérience-là avec Virginie, comme je dirais beaucoup de consultants en QVT qui interviennent pour Vunjo. Souvent, la passation du diagnostic va donner aussi envie au manager d'aller peut-être aussi challenger sa direction ou ses collègues pour faire bouger les lignes. Donc, ça fait partie aussi, je dirais, du jeu managérial. Ouais. Moi, je pense que quand même, il faut se rappeler que en qualité de vie au travail, on aborde tout ce qui va super bien, mais on va aussi aborder tout ce qui va pas bien, et donc aller chercher ce fameux risque psychosocial. Et quand on analyse le risque psychosocial, on va remonter à la source pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et donc, c'est comme ça que j'ai envie de rebondir à la question qui est posée par Catherine, parce qu'en fait, pourquoi ça serait toujours la faute du manager? Pourquoi est-ce que parfois ça n'est justement pas distingué que c'est justement la faute du manager, alors que c'est par exemple le CODIR qui va porter le chapeau ou un délégué syndical qui va porter le chapeau? Enfin, il y a des espèces de mélange des genres parce qu'on a beaucoup de difficultés à remonter à la source de finalement d'où vient le problème et à quel étage est-ce qu'il y aurait le pouvoir d'agir pour résoudre le problème. Parfois, il est urgent de ne pas agir et essayer de résoudre des problèmes, mais il est plutôt urgent de se poser, d'analyser, de diagnostiquer, d'aller regarder la réalité de ce qui est vécu et de détricoter la chose. Je reprends l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui va demander une augmentation. Potentiellement, elle a vraiment besoin d'une augmentation. Potentiellement, elle a besoin que son manager aille faire une formation sur l'art du feedback constructif. Et donc, si on démêle la pelote et qu'on va chercher le truc, on peut se rendre compte parfois qu'effectivement, il y a des trous dans la raquette du côté des managers, d'évidence, mais que parfois, le manager, il a vraiment bon dos parce qu'en fait, il ne fait que le pauvre appliquer autant qu'il peut et en essayant de ne pas être trop dans la dissonance cognitive, des injonctions qui lui tombent d'en haut et pour lesquelles il se dit qu'il n'a pas d'autre choix que de le cascader. Jusqu'au jour où il ose en codir, dire « vous êtes mignon, mais… ça fait un an que vous nous dites ouais, du courage managérial. » Là, ça fait en ce moment, c'est le grand truc là. Tous les codires veulent que les managers ils aient du courage managérial. Mais dans le codir, on se demande où est le courage managérial quand même. Ah si, ils ont le courage de le dire en codir à leurs managers. Mais sur le terrain, où sont leurs décisions courageuses? Où est leur audace? Où est leur innovation? Où est leur foi en l'humain? Où est tout ça, quoi? Donc, je pense qu'il voilà, y a une nécessité de décortiquer les choses et d'être un peu de clarté, de remonter à l'origine, que chacun prenne sa part. Et puis, il y a quand même cette sacro-sainte expression qui est là pour réguler nos relations. Parce qu'on est des animaux, mais on est des animaux sociaux, des animaux dotés de langage. Ça permet presque de reboucler avec le tout début de notre conversation sur l'enjeu de la communication. À partir du moment où il y a une injustice ou alors il y a une non-compréhension, c'est qu'il y a souvent un mal exprimé. Hein. S'il y a un malentendu, c'est qu'il y a un mal exprimé. Ça peut être quand même très intéressant de se dire où est-ce qu'il y a des espaces de régulation, des espaces d'expression, des espaces de discussion. Et si je ne suis pas entendue, il existe les instances représentatives du personnel et il existe les syndicats. Le CSE ou la CSSCT, ce ne sont pas des organes simplement de contre-pouvoir pour dire non à tout. C'est des endroits où on partage la réalité du travail, où on va pouvoir exprimer une forme d'injustice si on a le sentiment qu'on porte sur nos épaules quelque chose qui ne nous appartient pas, quoi. Le dialogue social a été profondément entravé, malheureusement. Vous voyez qui marche.
Alors, il marche pas Ah le téléphone ou il marche? Il marche pas, il marche. Service après-vente de la QVT, bonjour. Oui, oui, Virginie. Encore. Absolument, absolument, Virginie. On ne naît pas manager. Ça se vit et ça s'apprend. Bim. Virginie. Tu pourras dire à Virginie qu'il faut qu'on l'invite à un prochain SAV quand même. Elle a des trucs à raconter, Virginie. Catherine aussi, Mireille. Catherine et Virginie, ouais. Yes. Et Mireille aussi. Non, il n'y a pas que Mireille qui a posé des questions super intéressantes. Ouais, ouais. Il y Ah, a c'est eu chouette. Mireille, il y a eu Amandine, il y a eu des gens quand même. Hein. Et oui, ça s'apprend cette histoire de management là. C'est compliqué à apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon manager? Ah. C'est un beau sujet, ça aussi. Oui, ça s'apprend certainement. On voit bien que de toute façon, toutes ces approches humaines, finalement, elles sont pas si intuitives que ça. Et qu'on a besoin, d'une certaine manière, d'apprendre ce qui est important, d'apprendre à écouter, par exemple. Je crois que, je ne sais pas ce que tu en penses, Virginie, mais souvent, l'écoute, c'est quand même une qualité essentielle du manager. On a parlé des besoins, comment le manager écoute les besoins, comment il écoute les demandes de ses collaborateurs. L'écoute, c'est vraiment une approche très puissante et qui s'apprend. On peut avoir des qualités d'écoute naturelles, mais souvent, il faut quand même les développer. Et je trouve que d'ailleurs, Oui. Oui, qu'est-ce qu'on pense? Oui, bah, après, oui, bien sûr que ça s'apprend et on n'est pas tous non plus bons managers. Enfin, faut savoir le reconnaître. Moi, je vois aussi dans certaines entreprises des personnes qui, d'un seul coup, on les a mis managers pour évoluer dans l'entreprise, mais qui n'ont pas été du tout formés. C'est pas du tout leur envie. Donc, on n'est pas tous obligés déjà d'être managers. Par contre, ouais, ce qui, moi, me semble important aussi, c'est que il faut aussi savoir entre guillemets, quand on est manager, ben, oser demander de l'aide. Oui, on a parlé de la formation, mais à un moment donné, voilà, si on se sent un peu en difficulté, ben, ne serait-ce que oser, ouais, demander de l'aide à un tiers. Alors bon, on parle enfin, moi je parle comme toi hein, de coaching, mais ça peut être autre chose. Mais juste se dire à un moment donné que, ouais, si je suis en difficulté sur certaines choses, ben, je peux aussi aller consulter et voir comment je peux devenir un manager, je dirais déjà aligné, quand on a parlé de valeurs, etc. Mais de s'interroger à un moment donné sur quel manager je veux être. Déjà, moi, je pense que ça fait une grosse partie du travail, que voilà, de se dire voilà, quel professionnel je veux être, quel manager. Enfin, moi, souvent, je dis voilà, c'est être un peu aussi un chef d'orchestre au service d'individus où on a des objectifs normalement communs, mais c'est voilà, quel manager je veux être et est-ce que aujourd'hui j'aime ce métier, est-ce que si je manque de quelque chose, de quoi voilà, moi je trouve que oser, il y a la formation, il y a oui ce qu'on apprend, la théorie, puis ben après il y a la pratique hein. Et que voilà, enfin le manager que j'étais il y a je sais pas moi à 10 ans, ben il est peut-être plus non plus le même maintenant. On évolue tous et ouais, on a peut-être des techniques aussi qui évoluent et je trouve ça important aussi de le dire quoi. On n'est pas non plus tout le temps super bien, tout aligné, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ben non, et des fois c'est plus compliqué que d'autres et on évolue aussi quoi. Il n'y a pas d'autres questions? Hein? Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Non, le téléphone il sonne plus là. Il n'y a pas d'autres questions là pour l'instant. Hein. C'est l'heure de la peut-être. Moi, j'avais lâché d'une oreille ce que tu étais en train de dire, Virginie. Parce que j'étais en train de me dire, au bout de 80 minutes d'échange, là, de conversation tous ensemble, ça serait quoi un peu la grosse synthèse de tout? Je ressentais le besoin de big picture, en fait, vous voyez, de prendre de la hauteur. J'ai pris des notes, des tonnes de notes au fur et à mesure que vous parliez. Et j'ai envie de m'oser le petit exercice de faire une très grande phrase qui serait la synthèse de ce qu'on s'est dit. On joue? On peut jouer.
Vous me faites, ouais. Allez, bon, de toute façon, je prends pas trop de risques. Au pire, vous me corrigez. Moi, ce que j'ai entendu depuis le début, pour manager la QVT des membres de notre équipe, la base, ça serait de nourrir une alliance qui est basée sur la confiance et que cette confiance, elle ne se discrète pas, qu'elle s'instaure, qu'elle peut prendre du temps et que pour ça, il faut donner des autorisations. Créer un climat sécure d'un point de vue psychologique dans lequel je t'autorise, je te permets et je t'écoute vraiment. Et que pour t'écouter vraiment, je te questionne. Je te questionne de manière ouverte, je te questionne avec mes mots, je t'écoute avec mes oreilles, je t'écoute avec mes yeux, je t'observe, je t'écoute avec mon cœur, je ressens des choses, j'observe ce qui se passe pour toi. Je capte toutes ces informations-là et j'échange avec toi. J'échange et j'apprends à connaître qui tu es, comment tu fonctionnes. Je cartographie tes besoins qui sont profondément singuliers et surtout on en discute pour que je ne suppose pas de qui doit nourrir tes besoins et de comment tes besoins doivent être nourris. On en discute ensemble. Je ne t'enlève pas ta propre responsabilité, ton propre pouvoir. On discute ensemble de quelle est la solution juste. Je n'en suppose pas. On clarifie qui en a la responsabilité. On accepte peut-être aussi cette frustration parce que tout ne peut pas être parfait et la vie, elle est comme ça. Mais parfois, simplement, le fait d'avoir été entendu, déjà, ça fait du bien. Et puis après, ben, on teste, on essaye, on agit, on fait de notre mieux. Et puis on discute de ce qui se passe. On surveille tout ça parce que c'est précaire, pour reprendre tes mots, Virginie. Et puis de toute cette jolie histoire là que vous nous avez racontée pendant 80 minutes et que j'ai essayé de reprendre, on demande la réciprocité de tout ça. On rembobine tout ça dans l'autre sens pour le manager. Exact. Après, moi, je pense qu'il faut parler aussi avec le cœur. Alors là, j'en ai, c'est des cœurs, hein, peut-être que ça se voit pas bien, mais voilà, c'est une manière aussi. Alors, très joyeux anniversaire au SAV. Mais oui, enfin, l'essentiel dans tout ça, enfin, c'est pas non plus totalement déconnant que j'ai ramené des ballons cœur. C'est que voilà, c'est juste parler, enfin, entre guillemets, laisser parler son cœur, et c'est pas si facile que ça. Mais il y a tellement à gagner. Des fois, enfin même souvent, les personnes se mettent aussi eux-mêmes, voilà, des propres barrières, et c'est possible au travail de laisser parler son cœur. C'est ok aussi d'avoir des émotions. Je suis très bien placée pour en parler. Ça m'arrive des fois d'avoir des larmes, mais pas forcément de tristesse, mais plutôt de joie. Alors mon équipe, ils sont habitués. Au début, c'était pas évident quand ils me connaissaient pas, mais c'est pourquoi elle pleure. Enfin, ça crée des fois une espèce de malaise. Non, c'est parce que des fois, je vis intensément les choses. Et qu'est-ce que c'est beau quand voilà, et on a un salarié, ne serait-ce que par exemple, nous, dans le chantier d'insertion, un salarié qui peut-être qu'il a été tellement bien traité au travail qu'il ne veut plus partir ailleurs. Ça, c'est compliqué puisqu'ils sont chez nous que de passage. Mais c'est déjà tellement agréable de vivre ça, que des individus puissent se dire que voilà, ils sont heureux au travail, ou voilà, ils peuvent avoir des difficultés, mais ben c'est ok. Voilà, moi je pourrais résumer sur ben ouais, le côté un peu comment je le vis de l'intérieur, et à l'intérieur, ben alors j'ai pas ramené des tripes hein, en ballon, mais j'ai ramené un cœur parce que voilà, ça fonctionne. Si le cœur s'arrête, à un moment donné, il y a tout qui s'arrête. Moi, je résumerais un peu comme ça ce SAV un peu spécial. Ton petit mot de la fin, Philippe? Bah, pour rebondir aussi sur finalement, c'est tout le métier de manager. La dernière question qui était posée là par une auditrice, c'était finalement, c'est quoi être manager? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on arrive dans ce monde avec les compétences de manager? Moi, je crois que le manager, finalement, c'est vraiment quelqu'un qui va aller sur l'humain. Il connaît un métier, il connaît une organisation, il comprend une stratégie très souvent, mais finalement, la chose la plus difficile, c'est finalement d'être sensible au facteur humain, de comprendre ce facteur humain et de pouvoir le prendre en considération pour pouvoir justement permettre à chacune et à chacun dans une organisation de se sentir bien, de se sentir utile,
d'avoir du sens dans son travail. Et ça, c'est vraiment, je pense, à la fois difficile et c'est ce qui rend quand même le métier de manager particulièrement beau parce que la mission, en tout cas, est, voilà, est pleine de défis, mais pleine de possibilités. Donc, je pense que c'est ça aussi, finalement, manager, c'est révéler le potentiel de chacun et c'est éveiller ce facteur humain dans une équipe voilà, pour tisser ce lien invisible dont on parlait tout à l'heure et qui est tellement essentiel et qui, voilà, qui finalement peut se trouver, entre autres, dans la confiance de chacune et de chacun. Eh bien, moi, ce facteur humain, je vais aller le développer à l'apéro du SAV de la QVT. Et pour le SAV de la QVT, allez, on sort les cahuètes et les pistoles. Qu'est-ce que ça sera pour les 3 ans? Ah, mon Dieu. Merci à tous les deux pour votre engagement plein et entier pendant ces 90 minutes. Je suis toujours très épatée par la diversité. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir 2 invités. D'habitude, on a un seul invité. Voilà, là, c'était l'anniversaire, donc c'était la fête. On s'en est offert 2. Je trouve ça assez impressionnant de voir qu'à chaque fois qu'il y a une question, tu vois, sur quoi tu pars, Philippe? Je trouve ça hyper intéressant parce que je partirais pas du tout sur ce sujet-là. Virginie, elle est d'un autre côté et en même temps, c'est pas antinomique, c'est pas antagoniste. Et moi, j'ai un autre regard. Je trouve ça assez chouette de voir que les 3 managers que nous sommes, on est reliés par le cœur et par une vision commune. Et en même temps, ça s'exprime dans la matière et dans les mots très différemment. Je trouve ça très intéressant à observer. C'est vrai. Ouais, et on n'est pas des donneurs de leçons. Enfin, moi, voilà, je ne fais que témoigner de qui je suis, comment je vis la chose, mais voilà, j'aime ce côté aussi, ouais, de diversité. On a tous des visions différentes. La QVT, c'est quoi? Ben, elle se fait de manière totalement différente chez les uns, chez les autres. Le principal, c'est qu'on s'empare. Enfin, de mon point de vue, c'est qu'on s'empare du sujet, quoi. Après, comment chacun le fait à sa manière, avec des ballons, avec des lunettes, avec ce qu'on veut. Enfin, voilà quoi. Si vous avez envie de poursuivre les échanges avec l'un de nous 3 ou nous 3, vous avez un bouton tout là-haut, il y a marqué, je pense, je veux être recontacté. On est complètement trouvable, accessible, joignable, réactif aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Virginie, avec Philippe ou avec moi. Si l'énergie de Virginie vous a plu pour être accompagnée en tête à tête, eh bien, allez-y, contactez-la. Elle se fera un grand bonheur de vous accompagner et de vous donner toute cette joie qu'elle a à l'intérieur d'elle et qui est complètement contagieuse. Merci Virginie pour ce style qui est très très chouette. Merci d'avoir été complètement toi. Parce que là, c'est la vraie Virginie que vous avez eue. C'est génial. Philippe, si l'énergie de Philippe vous a plu, si voilà son goût, moi auquel je suis très très sensible, ces mots justes, cette précision-là et cette humanité, si tout ça, ça vous a beaucoup plu chez Philippe. Faites appel à lui. Il anime plein d'ateliers à visée pédagogique, notamment pour les managers. Vous avez quelques thématiques entre parenthèses. Il accompagne aussi en tête à tête et en petit collectif des dirigeants, des managers. Et il accompagne des équipes avec des techniques d'intelligence collective pour justement les aider à se révéler, à dépasser leurs difficultés, à les toucher au plus juste, en fait, ce qui se passe et à les aide à déployer leurs ailes pour qu'ils puissent connecter cette performance qu'ils méritent. Virginie et Philippe sont consultants QVT, on vous l'a dit tout à l'heure en introduction, donc à la fois sur de l'individuel mais aussi sur du collectif. Ils sont animateurs de cette fresque de la QVT dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est un format très original qui a été inventé par Wonjo fin 2022. Ça existe en format 1 heure, 2h30, 4h, 7h, bien sûr avec des ambitions de transformation qui sont dimensionnées différemment en fonction des formats. C'est des expériences assez merveilleuses, très participatives et qui permettent d'aller toucher les émotions, d'humaniser ce qu'on vit au travail, de se dire les choses et puis de s'engager dans une démarche de progrès ensemble. On a un petit cadeau pour vous parce que quand même, hein, c'est les 2 ans du SAV de la QVT. Philippe et Virginie utilisent tous les 2 cet outil qui s'appelle Ma QVT. Ils vous donnent la possibilité de le tester gratuitement. Ils vous offrent 1 heure de leur vie et Wonjo vous offre votre accès sur cette application.
Donc, si vous avez envie de faire un bilan, voilà, allez prendre de la hauteur et puis vous demandez comment ça va pour vous vraiment, d'avoir ce rapport complet. En 25 minutes, vous aurez cette vision qui objective votre vécu et accompagnée par les douces mains de Virginie ou celles de Philippe. Ils vont vous aider à mettre de la lumière sur certains aspects, à faire des liens et à éveiller en vous l'envie d'agir et de prendre soin de vous, ou peut-être d'exprimer à votre environnement, là où c'est votre environnement qui a du pouvoir sur vous. Vous n'avez qu'à flasher le QR code qui s'affiche là sur le côté sur votre écran. Donc, vous pouvez le flasher, ça va vous donner accès directement à une page avec un formulaire. Et vous pourrez donc déposer toutes vos coordonnées et dire si vous voulez réaliser ce diagnostic avec Philippe ou avec Virginie. Voilà, et c'est cadeau. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, un manager, puisqu'on était ce soir-là pour parler aux managers, si vous connaissez un manager qui aurait besoin de ça, n'hésitez pas à lui faire passer ce support que vous allez recevoir par mail, ce QR code ou ce lien. Et voilà, ça sera avec bonheur. Vos amis sont aussi nos amis, bien sûr. On se retrouve pour un prochain webinaire sur un format encore différent. Donc, chez Wonjo, on a le SAV de la QVT, cette émission que vous avez vécue aujourd'hui, ce côté un peu décalé. On a décidé de lancer un nouveau type de webinaire où on va avoir systématiquement un professionnel des RH en face d'un consultant QVT. Et la première édition de ce webinaire sur les pratiques RH innovantes au service d'une vie de qualité au travail, le premier numéro aura lieu le 3 juin prochain de 11h30 à 13h. Et on va être sur le sujet du recrutement, sur le matching affinitaire et justement sur comment ma recette QVT peut correspondre à un environnement de travail avec deux experts des RH et du recrutement. Ça va être super intéressant. Puis pareil, elles ont des énergies très différentes. Ça sera aussi une très belle expérience humaine. Pour finir, si le SAV de la QVT vous a plu, merci de remplir le petit commentaire, la petite note que Webikeo va vous demander. On se construit aussi et on imagine nos thématiques en fonction de vos retours. Donc, vraiment, c'est important pour nous. Allez-y, vous avez trouvé ça génial, dites-le nous. Vous avez trouvé ça nul, dites-le nous aussi. Bon, en général, quand on trouve ça nul, on reste pas jusqu'au bout. Mais bon, bref, soyez honnêtes avec nous. Vous avez compris que c'est ce qu'on attend. Et si vous avez envie de profiter de tous les SAV de la QVT qui ont été joués et enregistrés précédemment, sachez qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez tout retrouver. Et là, à titre d'exemple, on vous présente à l'écran les deux derniers qui étaient autour plutôt de la démarche QVT et à l'échelle collective. Voilà, c'est le moment de clôturer. Merci Virginie, merci Philippe pour ces instants partagés. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes avec nous aujourd'hui en live et également à toutes celles qui regarderont le SAV en replay. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vais proposer peut-être qu'on finisse avec un petit peu de musique pour changer. Bonne soirée! À bientôt!